voilà, en ce jeudi après-midi, nous sommes aussi au rendez-vous. Nous sommes en direct de Canal Algérie pour passer avec vous, j'espère, en tous les cas, une belle qa'da, un bon moment de Walimat El Jazair. Inch'Allah, chaque année, chaque saison et chaque fois que vous êtes donc branchés Canal Algérie, sachez que cette émission est la vôtre. Et puis on reste dans cette ambiance festive avec des invités que l'on vous choisit de tout notre cœur, avec beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, nous commençons bien sûr avec de la musique comme on l'aime, et surtout pendant cette période de Eid al-Fitr. Nous savons que pour la communauté algérienne qui vit à l'étranger, vous êtes encore en train de fêter Eid al-Fitr parce que vous avez travaillé donc pendant ces jours-ci, pendant les jours de Eid al-Fitr, et là, vous vous préparez à fêter Eid al-Fitr. Nous savons que notre ami, par exemple, Jamel Hlou, donne rendez-vous à la communauté algérienne à Montréal pour un beau rendez-vous dédié à Eid al-Fitr. Donc on vous salue. Et puis il y aura aussi d'autres activités qui vont se faire, notamment en France, donc les communautés où nous avons, les pays où nous avons un nombre important d'Algériens, de ressortissants. C'est bien sûr le Canada, la France, et puis après nous avons aussi l'Espagne, les pays arabes également. Donc en tous les cas, encore une fois, marhaba bikoum parmi nous. On va commencer aussi avec la musique et ce beau morceau, justement, on va l'écouter dans quelques instants avec Madame Hayet Kouider qui est parmi nous. Bonjour, Sahaïdek. Sahaïdek à tous. Merci Linda pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, Hayet Kouider. Vous êtes la sœur de Amin Kouider, le maestro, donc chef d'orchestre de musique classique universelle. Nous l'avons beaucoup apprécié pendant des années, que ce soit à l'Opéra d'Alger, au Théâtre Mahdi Bachtarzi, au Palais de la Culture également. Ouais. Donc c'était aussi de très beaux moments de musique. On le salue aujourd'hui et on lui souhaite aussi Sahaïdo, lui et sa gentille famille, donc plein de bonnes choses. Hayet Kouider, vous aussi, vous avez lancé l'orchestre symphonique féminin. Oui, tout à fait. C'est une nouveauté chez nous. Tout à fait. Donc c'est l'idée de créer un collectif féminin, donc qui joue de la musique classique. Donc je l'appelais l'ensemble symphonique féminin d'Algérie. Donc c'est un ensemble entre, on va dire, deux générations. Donc ma génération et la génération, on va dire, qui est entre la 25 ans et 30 ans. Oui. Donc, et voire même plus jeune. Donc c'est une petite formation qui va s'agrandir, Inch'Allah, plus tard. Donc essentiellement, on va jouer de la musique symphonique. Pourquoi symphonique? C'est aussi, je vais dire, vulgariser un peu cette musique symphonique un petit peu avec les sonorités féminines, on va dire. Parce que par mon expertise de violoniste comme violon solo des orchestres nationaux, l'orchestre de l'Opéra d'Alger. Donc il y a toujours eu un chef d'orchestre algérien, bien sûr, et chef d'orchestre homme. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose de nouveau? Donc et la singularité de ce projet-là qui est inédit en Algérie, donc c'est une première, c'est qu'il va être dirigé par une femme, donc votre serviteur au violon. Donc je dirige ce collectif, voilà. Très bien. Et avec vous justement, celle qui fait partie de l'orchestre symphonique féminin, il s'agit de Mounia El Hamri qui est parmi nous. Bonjour Mounia, Sahaïdek. Merci Madame Linda, à vous également, Sahaïdek, et comme Moubarak à vous également. Merci beaucoup. Voilà. Alors Mounia El Hamri, vous êtes donc musicienne, bien entendu, violoniste. Vous avez aussi un établissement qui fait aussi de la musique, et ça c'est magnifique. Donc vous êtes vraiment au cœur de votre passion, et là vous faites partie de cet orchestre féminin. Nous allons le découvrir un peu plus tout à l'heure, le découvrir davantage, parce que c'est l'un des premiers, il faut le dire. Nous avons l'orchestre féminin de musique andalouse. Mais pas dans la musique classique. Mais pas dans la musique classique. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté et on va découvrir cela un peu plus avec vous dans quelques instants. Et on reste aussi toujours avec les personnes passionnées par l'histoire, le patrimoine algérien, et notamment avec Raïs Hamidou, la personnalité de Raïs Hamidou. Et c'est Selma Chergui qui est parmi nous aujourd'hui. Merci d'être là, Selma. Merci à vous, Linda. C'est un honneur d'être avec une icône de la télévision algérienne et des talents algériens. Sahaïdkoum koulam touma frère. Et Selmek. Alors Selma Chergui, vous vivez donc, vous êtes sur Montréal. Vous êtes là pour quelques temps, notamment pour l'Eid, j'imagine, pour retrouver un peu l'ambiance familiale. Et vous êtes aussi passionné par l'écriture et par l'histoire et par le patrimoine. Donc
Effectivement, l'écriture de ce roman, ça a été un voyage dans le temps. Oui. On se replonge au temps de l'Algérie durant la Régence. Et en fait, cette recherche, c'était pour découvrir notre patrimoine et surtout qu'est-ce qu'était l'Algérie avant la colonisation. Oui. Parce que la guerre d'indépendance a été une chose et l'autre, le reste de la décolonisation, c'est se réapproprier son patrimoine. Oui, donc nous voyons votre livre, hein, Raïs Habidou, Chevalier des mers. C'est un roman, hein, bien entendu, de Selma Chergui avec le Djezaïr le Mahrousa. Voilà, ça c'est quelque chose de beau. Hein. Djezaïr le Mahrousa, on revient sur les couleurs, sur le dessin. Qui vous a fait le dessin? C'est un artiste peintre? C'est une artiste algérienne, c'est Majda Ben Chaban. C'est une artiste, une amie, une personne que j'admire, oui. qui a fait la couverture et elle a fait aussi une œuvre qui est à l'arrière du roman. D'accord. Qui s'appelle Djezaïr Ben Yeddik. Donc, ah oui. On a travaillé ensemble. Donc, c'est des scènes du roman qu'on a voulu représenter. Eh bien, écoutez, c'est vraiment quelque chose de très beau. On est en train de voir Raïs Hamidou, Chevalier des mers, Selma Chergui, Djezaïr Ben Yeddik. C'est vraiment très très beau, vraiment. On est en train de voir justement le beau dessin et c'est quelque chose de fabuleux. En tous les cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. On va revenir bien sûr à vous et au travail que vous faites. Et également, quelqu'un aussi qui, nous l'avons vraiment pratiquement sorti de l'avion, n'est-ce pas? Il s'agit n'est-ce pas? On vous a sorti de l'avion. Il s'agit de M. Jamil Rahmani, qui est médecin et romancier, écrivain, passionné par l'écriture, par l'histoire de l'Algérie, par son patrimoine, par Alger, les quartiers d'Alger. Donc, nous avons pas mal de livres. Hein. Vous avez quand même écrit énormément de 7 livres. Hein, n'est-ce pas? Donc nous avons 7 romans. 7 romans. Un essai et un livre de contes. Alger sans Mozart, donc les femmes de ma vie, de nos vies, Village Tanger. Non, Villa Taylor. Villa Taylor, bien entendu. Et puis nous avons aussi pas mal de contes berbères de mon grand-père. Ça aussi, c'est un recueil que vous avez fait aussi en hommage à la famille. Oui, à mon grand-père. C'est mon grand-père qui a recueilli dans les années 50 les contes de sa région, à Oras. Oui. Et donc, je les ai récupérés et fait éditer. Très bien. Chez Dalilmen. Oui, donc chez la maison d'édition Dalilmen. Et là, vous-même, vous êtes très présent sur les réseaux. Hein, Jamil Rahmani, vous êtes présent, vous partagez avec votre public, avec les internautes, beaucoup de passion parce que vous êtes aussi médecin. Donc vous pratiquez la médecine et à travers, vous arrivez toujours à trouver un lien entre le patrimoine algérien et la santé. Oui. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, on a un patrimoine extrêmement riche, on a une histoire très très riche, une culture immense. Et moi, ce que je veux, c'est transmettre cette culture qui est souvent dénigrée, vous savez, en Occident, et montrer à quel point, par exemple, j'ai publié Bien portant avec la médecine du prophète, à quel point la médecine musulmane a été en avance sur son temps et a soigné les gens du monde entier jusqu'au XVIIe siècle. On soignait par exemple de la même manière à Madrid, à Londres, à Paris, au Caire, à Alger ou à Tunis. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, ce que vous faites à chaque fois, c'est que vous mettez en avant le patrimoine. Et ce qui fait mal aussi, c'est que par rapport à la civilisation musulmane, on en parle peu. Oui, bien sûr. Mais voilà, on occulte. Bien sûr. Vous savez, le savoir et on ne donne jamais les origines des choses. En Europe, on parle de civilisation judéo-chrétienne. Et moi, quand j'ai la possibilité de parler à la télévision en France, par exemple, je leur dis, mais non, c'est la civilisation judéo-islamo-chrétienne. Il ne faut pas oublier que l'apport de la civilisation islamique est énorme en Europe. Absolument. Et on revient justement à vous et au travail que vous faites avec de la musique classique. Je le disais quelques instants, avec nous donc Hayat Kouider et Mounia El-Hamri qui font partie de cet orchestre féminin. Vous êtes la fondatrice de cet orchestre féminin et on espère vous voir bientôt sur scène, dans les scènes
scène donc déjà algérienne. Ouais, pour Parce les que c'est concerts grand aussi public. voilà, un concert grand public, on aimerait beaucoup. Et là, vous êtes revenu avec, puisque dans cette ambiance de Eid al-Fitr, vous êtes venu aussi avec, Petit vous avez présent. revisité cette belle chanson donc de Abdelkrim Dali, Saha Aidkom. Moi, je l'appelle l'hymne de l'Aïd. Absolument, C'est absolument. l'incontournable. Si on n'entend pas cette chanson, il y a comme si qu'il y a quelque chose qui manquait. Oui. Donc moi j'ai pensé qu'il fallait ponctuer quand même cette occasion, cette belle occasion. Donc j'ai eu la chance d'avoir toute l'équipe qui était disponible. Donc on a tourné une petite vidéo, donc un petit clip. Donc c'était au musée du Bardo. Donc je remercie le directeur du musée de Bardo qui a ouvert les portes du musée gracieusement et gentiment pour nous. Très bien. Et aussi il y a aussi la fondation Al-Hajj Abdelkrim Dali avec Oui. à sa tête Madame Wahiba Oui, Dali, oui. qui aussi elle nous a soutenus. Et puis voilà. Et j'oublie pas aussi les arrangements de cette musique c'est le patrimoine national. Oui. Donc on s'est permis de faire une petite revisite, donc un peu symphonisée. Et voilà, ça a donné quelque chose de joli avec des tenues classiques. Donc je voulais que ça soit dans le classique, les codes classiques. Oui, oui, oui. Voilà, donc on a fait ça dans la joie et la bonne humeur. Eh bien, on va écouter ça tout de suite. On y va? C'est parti. Superbe, un très beau morceau, bravo, hein, félicitations, c'est magnifique. J'aime votre avis. Ah oui, oui, écoutez, en plus le lieu est superbe, Oui. vraiment. Et je Selma, remercie, Selma Chergui, voir donc ce musée du Bardo avec cet orchestre en tenue classique, jouer aussi d'un morceau célèbre, célébrissime hein, chez nous. C'est extraordinaire et c'est une fierté pour les Algériennes et tous les Algériens. Mhm. Oui. Je tenais juste à remercier le groupe FCP, donc à sa tête Madame Farah et Imen pour la réalisation de cette vidéo. De cette vidéo, oui, oui. Et ça vous a pris du temps pour pouvoir faire ce clip. C'est un morceau, un clip, mais c'est juste un avant-goût, hein, on va dire ça comme ça, un avant-goût c'est juste un extrait, quoi. Exactement. Oui. Et puis on a fait une répétition, deux répétitions pour mettre en place, parce que on a beau être professionnel et talentueux, mais il faut toujours répéter pour qu'il y ait la synchronisation et bien tout. sûr, bien on sûr, l'a c'est tourné. important. On l'a tourné. C'est très très important, tout à fait. Mais Oui. c'est à refaire dans d'autres lieux. Oui. Vous savez Absolument. qu'il y a un musée, le musée de l'Afrique, qui devrait ouvrir bientôt Oui. dans la Villa Boulkine à Oui, Hussein à Dey. Hussein Et Dey. la Villa Boulkine, c'est une splendeur. Vraiment, c'est à couper le souffle On l'a de visité, beauté. il y a eu une très belle exposition Oui, tout de à fait. vêtements traditionnels. Tout à C'était fait. pour la création féminine d'ailleurs. Et ça s'est fait avec M. Belmarabat, donc Sid Ali. Il y a eu un très très beau défilé. C'était magnifique. Et la Villa Boulkine est extraordinaire. Non, C'est vraiment un il faut lieu. remercier ceux qui l'ont réhabilité. Oui.
vraiment l'architecte qui a eu ça en Oui. main a fait un travail génial, vraiment. Ben, vous savez, ce sont de jeunes architectes algériens, parce que là, il y a aussi une discipline qui a été aussi une sorte de brèche, de chair nouvelle au sein de l'architecture, c'est cette restauration liée au patrimoine. Ouais. Donc là, c'est aussi une de belles initiatives qui ont été faites autour de cela, puisque nous avons des architectes du patrimoine qui se consacrent carrément à la restauration des sites. Dieu sait que nous avons beaucoup de sites en Algérie qui sont en train d'être restaurés, Bien sûr. comme par exemple toujours à Usendé, le lycée Ta'alibia, Ouais. hein, qui se trouve à la sortie du Sendé, qui est un palais, mais alors là, magnifique. Il y a eu de très beaux concerts ce mois de Ramadan dans cet espace où il y a eu des concerts de Sha'bi, bien que le lieu n'est pas encore, les travaux ne sont pas encore finis, mais quand même, il y a eu de l'animation et ça, c'est magnifique. Donc on espère que vous allez Ben oui, ça c'est à la une Villa certitude. Bolkine et Tout à dans fait. les autres J'ai pas eu endroits. encore l'occasion de la visiter, mais Ah, il faut aller la Ça, il faut visiter. aller ouais, visiter, ouais. c'est- Vraiment, ça On le c'est fera, on le un fera, très très bel endroit. C'est un palais et les vitraux. Mhm. C'est d'une beauté. Mais vraiment, je vous dis, c'est à couper le souffle. Ouais. Les J'étais vitraux, c'est impressionné. vraiment magnifique, donc quelque chose de très très beau. Et là, donc on revient à vous, hein, cher Jamil, et à vos activités, à ce que vous faites donc entre Alger et Paris. Vous êtes très souvent ici sur Alger. Alors vous êtes dans les rues d'Alger, vous prenez des photos, vous nous partagez ces moments, les cafés, les rencontres, mais- les portes d'Alger. Mais vous imaginez qu'Alger, c'est une des plus belles villes de Méditerranée. Il y a les architectes, avant l'indépendance et même après, ont donné libre cours à leur imagination. Et on a un patrimoine ottoman, enfin Oui. mauresque. Mauresque. Et ensuite, on a un patrimoine aussi occidental, Oui, français. oui. Et tous ces immeubles sont d'une beauté extraordinaire. Et donc, il faut les faire connaître aux gens. Et les gens, j'ai une page qui s'appelle Facebook, qui s'appelle Alger sans Mozart, Oui. où je montre, tous les jours, je mets 1 à 2 photos d'Alger pour montrer à quel point cette ville est belle. Oui. Et les gens sont étonnés. Et il y a des gens qui disent, ah, on veut venir, on veut visiter Alger, ça a l'air tellement beau. Mais oui, c'est très très beau. Et il faut lever les yeux pour regarder les immeubles. Et chaque immeuble est une œuvre d'art à Alger. c'est vrai. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que ce qui est très bien également, c'est qu'on se réapproprie la Casbah. Oui. Voilà, ça c'est important, on se réapproprie la Casbah. Ouais. Nous sommes en bonne partie natifs d'Alger, mais on ne connaissait pas la Casbah pendant très 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 longtemps. Et là, on se réapproprie. Pendant ce mois de Ramadan, il y a eu beaucoup d'activités à la Casbah d'Alger, où je suis témoin, donc, puisque j'étais présente à la Casbah souvent dans les soirées de Ramadan, et c'était des moments extraordinaires, des soirées de musique, les gens étaient contents de voir aussi des personnes qui viennent visiter la Casbah la nuit après le ftour. Vraiment, c'est quelque chose que moi-même, je n'ai jamais vécu, ce genre Mais vous savez, d'expérience. jusqu'en 62, pendant la guerre de libération, la Casbah était entourée de barbelés. Elle était gardée telle une forteresse et on pouvait, oui. on pouvait pas y rentrer. Enfin, on y rentrait très difficilement. Oui, oui. On était fouillés, surveillés. Et Eh ben, donc, on a vu ça dans les films, hein. oui, Quand mais on c'est est la au niveau de vérité. la bataille d'Alger ou autre, où on voit comment que les gens, il y avait des barrages. Et je me souviens quand on allait Bab Jadid, moi je voyais cet endroit où je n'avais jamais été. Hein. Pourtant, je suis né à Alger Oui. et était entouré de barbelés. C'était une zone interdite. Oui. Et on Donc- espère que cette Casbah va retrouver sa splendeur et qu'on va reconstruire à l'identique les maisons qui se sont Oui, effondrées. oui, tout à Ça, fait. on l'espère. Et puis là, ce qui est magnifique, c'est que il y a toute personne qui passe à Alger doit visiter la Casbah. Cela, c'est devenu pratiquement un désir profond de tous les Algériens qui vivent à l'étranger, c'est de venir visiter la Casbah. Est-ce que Selma, vous avez visité la Casbah ou pas encore? Oui, j'ai eu la chance de visiter la Casbah plusieurs fois d'ailleurs. Ah, très bien. Même, durant l'écriture du roman, Oui, j'étais là-bas, donc on va dire pour faire des petites enquêtes, pour parler avec les gens et découvrir justement la beauté de l'architecture qui est là-bas et surtout voir à quel point on a une histoire riche parce que mine de rien, la Casbah c'est très très vieux. oui. Avant on appelait Bien avant les Ottomans aussi, hein?
Donc ça montre un peu la richesse de notre histoire et de notre patrimoine. Eh bien, on a choisi une belle chanson de Fadela Dziria, que nous aimons tant, hein, donc Fadela Dziria, et on se retrouve juste après. حلال الموت خير من فرقتك احل العاي يا رافع السماء يا عالم بكل حال يا خلق العباد جاهل حسنين الدلال للغزل والفي كامل الزين يا متكون فاهم وصغالية اجي نحتك على شهر العال شافت عيني القيام الشمس والكواكب وبدور خريان عيوني الفاهم شافوا ليا منهم يا عذابي روحت مكيان المبتسم ظريف والشفاعة كريان والورد بان فاتح فوق الخدين حبيبي ماله مال حبيبي ماله مال حبيبي ماله سعد من شفوم البشر طول الظهر عمره ما افتكر شو غني في خياله كحل عين دب السفر مال حبيبي ماله مال حبيبي ماله عادي مدام رجاله علي يا صبغ الشفر امس واشد القمر ضي خياله شل صندر خليها على حاله
Magnifique, Fadela Zeria, oui, elle est indétrônable, n'est-ce pas, mes amis? Une voix exceptionnelle, de l'élégance, le bijou, le vêtement, la beauté, le charisme aussi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La femme algérienne a toujours été très, très coquette, qui symbolise aussi la fierté de ce pays. Hein. Vous avez beaucoup écrit sur les femmes, Jamil. Hein? Oui, beaucoup. Mais je trouve que les personnages féminins sont des personnages extrêmement intéressants. Parce qu'une femme, ça vit plus qu'un homme. Une femme, ça a plusieurs vies. Hein. Ça a une vie maintenant au travail, ça a une vie avec les enfants, et puis ça a une vie avec le mari. Donc, et ça fait des obligations, et ça donne une sensibilité particulière, ça donne une ouverture sur le monde qui est très, très particulière. Et je trouve que vraiment les personnages féminins sont très intéressants. Et mon dernier livre s'appelle les femmes de nos vies, et c'est un hommage aux femmes. C'est 3 femmes qui se retrouvent pour sauver de la détresse un jeune homme qui est suicidaire, et elles allient leurs forces pour essayer de lui sauver la vie. Et elles y arrivent. Et alors il y a une femme du nord de la Méditerranée, une femme du sud de la Méditerranée, que tout sépare, la religion, la culture, et puis on se rend compte que finalement cette Française et cette Algérienne ont beaucoup en commun. Et elles ont vécu carrément les mêmes choses, parce que pendant la guerre, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, les maris sont partis à la guerre. Hein. Beaucoup d'Algériens sont partis à la guerre, faire la guerre contre l'Allemagne et l'Italie. Et chacune d'elles s'est retrouvée chez ses beaux-parents, et elles ont été exploitées par leur belle-mère, elles ont été transformées. Douleur de femmes et de grands moments de douleur et de solitude. Et voilà, et donc elles se rendent compte qu'elles ont vécu la même chose. Et puis aussi, il y a eu les bombardements en France. Il y a eu Alger a été bombardé par les Allemands, et elles se retrouvaient chacune dans une cave. L'une a prié en arabe et l'autre a prié en latin, pour qu'une bombe ne viennent pas leur tomber dessus. Oui, donc voilà, c'est une belle histoire humaniste en tous les cas. Oui, c'est une histoire d'amitié, et c'est métaphorique. Hein. Vous savez, les relations entre la France et l'Algérie sont extrêmement conflictuelles. Et là, on se rend compte qu'on peut arriver à surmonter tout ce qui nous sépare. Par l'amitié, par la tendresse, et par la compréhension et la reconnaissance de la douleur de l'autre. Parce que c'est ce qui est très important, et ce que beaucoup nous refusent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est la reconnaissance de la douleur, la reconnaissance de l'effroyable chose qu'a été la colonisation. Et ça, c'est une chose qu'il va falloir faire entendre aux gens de l'autre côté de la Méditerranée, qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. En tout cas, merci pour vraiment, vous avez donné envie aussi d'avoir vos livres sont dans les librairies chez nous en Algérie. Oui, tout à fait. Donc ils sont publiés chez Dalimène, ils sont publiés en France, ils sont publiés ici en Algérie chez Dalimène. Oui. Et notre amie qui signera son livre, justement, notre amie Selma Chergui, qui signera son livre donc ce samedi à 15h à la librairie L'Arbre à dire à Alger Hidra, où elle présentera donc son livre, Raïs Hamidou, et elle reviendra aussi sur ce livre. Alors parlez-nous un peu de ce personnage. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Pourquoi Raïs Hamidou? Pourquoi cette période bien précise où vous avez été chercher, donc puiser des informations? Parce que c'est quand même c'est vrai que c'est un roman, mais c'est quand même, ça a pris combien de temps pour vous? Qui vous a soutenu, accompagné tout ce travail fait? Les éditions Le Bayazine, oui. Ça fait 5 ans tout et pour tout que j'ai écrit ce livre. Ça a commencé en 2020 avec le Covid-19, la Covid-19. Et en fait, moi j'aime beaucoup l'histoire depuis toute petite. À 7 ans, j'ai commencé la lecture, c'était une passion. Et l'histoire de l'Algérie était très importante pour moi parce que c'est vrai que je suis née à l'étranger. J'ai vécu à l'étranger et souvent on est confronté à cette question: d'où viens-tu, qui es-tu et qu'est-ce que l'Algérie?
Et en fait, plus on est confronté à ça, plus on se dit, mais je dois apprendre plus sur mon pays pour savoir quoi dire, pour en parler, mais en même temps, on se redécouvre soi-même, parce que ça fait Oui. partie de nous, l'Algérie. Oui. Et pourquoi cette période-là? Parce que justement, en parlant de la colonisation, qu'est-ce qu'il y a eu avant la colonisation? Comment était l'Algérie avant ce drame? Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que l'histoire des corsaires a été très mal interprétée, représentée, et ils ont complètement déshumanisé les Algériens. Déjà, il y a une idée reçue que les corsaires sont des pirates. C'est faux. C'était des hommes au service du pays. C'était dans un contexte géopolitique bien précis. Et c'était surtout les intérêts de l'Algérie qu'ils étaient en train de défendre et de promouvoir, aussi bien en Méditerranée que dans plusieurs océans. Enfin, ils ont mené une guerre. D'ailleurs, on les appelle Moujahidine al-Bahr. Donc c'est assez fort. Pourquoi Raïs Hamidou? Raïs Hamidou, c'est un héros algérien. Il est mort au front. Alors il est né on dit 1770-1773, donc c'est deux dates. Et il est mort en 1815 au Cap Gata, donc en Espagne. Il y a eu une embuscade de 9 navires américains qui l'ont entouré, et au bout de plusieurs heures de combat, parce qu'il a vraiment tenu le coup, c'était chouette. Et il est mort. Du coup, il a demandé à ce que son corps soit jeté à la mer. Et en fait, on dit que même le général Decatur, l'Américain, était impressionné. Et il disait à ses hommes, prenez exemple sur ce chef algérien. Donc c'est une fierté pour l'Algérie, c'est une histoire, c'est une richesse qu'il faut qu'on se réapproprie. C'est un roman historique, du coup, c'est pas un livre d'histoire, mais c'est une manière d'attirer l'attention des jeunes, mais aussi du public, sur l'histoire de l'Algérie, et c'est une invitation pour en apprendre plus. D'accord, très bien. Alors on va rester avec vous, nous allons profiter de la musique, Oui. Puisque vous nous avez aussi programmé un autre morceau avec Mounia Al-Hamari. On a fait avec D'accord, plaisir. on On va. va jouer un petit extrait de Voilà. Lahiya Hamami. Avec plaisir, donc en direct de Canal Algérie dans votre émission Walimat El Jazair. Profite au maximum de la bonne musique, et puis l'orchestre féminin. Vous allez retrouver Belek très souvent, prochainement, pour une programmation, Programmation au grand public. au grand public, Inch'Allah. Merci beaucoup pour ce beau morceau. Haramtou Bik Nouassi, donc une belle chanson et en direct, un beau morceau musical interprété cet après-midi en direct de Canal Algérie dans notre émission Walimat El Jazair. Donc avec nos invités, je disais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons avec nous Madame Hayat Kouider, avec Mounia Al-Hamri, nous avons Selma Chergui qui présentera son livre ce samedi à 15 h au niveau de la librairie L'Arbre à dire à Hedara. Nous avons notre ami Jamil Rahmani qui lui revient aussi sur son travail, sur son palmarès, sur le travail que vous faites aussi à travers un travail de mémoire autour de l'Algérie, de l'amour, du partage, la révolution également, l'histoire des femmes en Algérie. Ce que vous, en fait, vous êtes une personne qui écoutait beaucoup et qui partageait beaucoup. Écoutez, moi, Est-ce que ça va avec oui, bien l'écoute et sûr. le partage? Bien sûr, pour arriver à s'élever, à se cultiver, on apprend des autres. Et pour ça, il faut les écouter beaucoup.
Et ça permet aussi de rendre, de communiquer l'amour de l'Algérie, l'amour de mon pays. Vous savez, je suis né à Alger et c'est une ville que j'adore. Et j'essaye de transmettre cette ville à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et à transmettre aussi les coutumes de ma région. La région de ma famille, c'est Oras, à 25 km de Bjaïa. Oui. Et mon grand-père a fait une œuvre de collecte de toutes les us et coutumes de sa région depuis les années 30. Bravo. Et il a accumulé beaucoup de choses. Et sa fille l'a suivi, elle a fait une thèse sur les rites et pratiques alimentaires à Oras, où elle donne des recettes. Elle dit comment manger nos ancêtres à la fin du 19e siècle et au milieu du XXe siècle. Comment manger sainement aussi, c'est ça. Vous revenez, parce que dans vos petites vidéos, vous revenez aussi sur des plats, sur les différents piments que nous avons, sur des petites recettes de galettes, sur beaucoup de choses. Tout à fait. Mais ça fait partie du patrimoine. Mais c'est malheureusement un patrimoine qui s'amenuise, qui disparaît un peu. Et il faut le garder vivant. Oui, avec tous ces fast-food, avec cette junk food, on est dans autre chose. Mais c'est terrible pour la santé, vous savez, hein, les aliments ultra transformés, les fast-food, les McDo, c'est le gras, le sucre, c'est affreux. Alors que Mais c'est aussi la morale de l'islam, de dire qu'il faut s'arrêter de manger alors qu'on a encore faim. Et que le prophète disait, l'estomac, c'est l'antre des maladies. C'est-à-dire que c'est par l'estomac que les maladies peuvent rentrer. Et c'est extrêmement novateur à l'époque, parce que quand même, on sortait de l'Antiquité, et il disait il parlait des maladies d'origine hydrique, il parlait aussi du fait qu'il ne fallait pas trop manger, qu'il fallait bouger. C'est toutes ces notions qui sont extrêmement modernes, de manger, bouger, eh bien ça a été repris par la médecine moderne. Et donc, du temps du prophète et de la médecine musulmane, on avait cette philosophie de bien manger, de ne pas trop manger, de manger juste ce qu'il fallait pour vivre, et de bouger, de faire du sport. Parce qu'ils disaient, hein, les médecins musulmans disaient, il faut tirer à l'arc, il faut monter à cheval. Alors c'était réservé bien sûr à une élite, hein, parce que ce n'était pas le peuple qui tirait à l'arc, c'était qui montait à cheval. Mais quand même, il y avait cette notion qu'il fallait faire du sport. Oui. Et vous, donc, le travail, vous l'avez récupéré aussi un peu de votre tante qui avait fait une thèse. Oui, elle a fait une thèse qu'elle a soutenue à la Sorbonne, et où elle parle justement des conditions de vie qui étaient terrible, vraiment. Avant l'indépendance, en Kabylie, moi je me souviens, parce que j'ai des souvenirs très précis, parce que moi je suis né avant l'indépendance, et quand on allait voir notre famille à Bjaïa, eh bien on passait par des villages qui étaient misérables. C'était des gourbis, les gamins étaient pieds nus, habillés en lambeaux, mais tout ça a disparu, Dieu merci, et ça, c'est grâce à l'indépendance, c'est grâce à la redistribution des richesses. Et ça, vraiment, on ne pourra pas l'enlever à l'Algérie. Ce progrès social, vous allez dans les rues, la misère telle qu'elle existait avant l'indépendance n'existe plus. Et ça, il faut le dire aux jeunes générations. Hein, pour ceux qui n'ont pas connu la période précoloniale, parce qu'il y en a qui ont une certaine nostalgie. Et même en matière de santé aussi. Hein. Même en matière de santé, bien sûr. Moi, je me souviens, avec ma tante, justement, quand elle faisait ses enquêtes, on avait été à Oras, dans le village, et il y avait une cousine qui avait un enfant qui était maigre, qui avait eu une gastro-entérite. Elle m'a dit, elle disait, je ne peux pas le soigner. Écoute, emmène-le, prends-le avec toi. Et ça n'existe plus. Maintenant, il y a des hôpitaux partout, il y a des médecins, c'est clair. Même si tout n'est pas parfait, mais ça n'a rien à voir. L'Algérie était misérable, vraiment. Il y avait juste une minorité aisée, dont ma famille faisait partie, mais c'était vraiment une minorité. Il n'y avait pas de riches. Avant,
En dehors de quelques grandes familles, il n'y avait pas de riches en Algérie. C'est clair. En tout cas, merci pour cette belle intervention, hein. Jamil Rahmani, on va rester toujours avec vous et on profite aussi de la musique, cette fois-ci avec Adel Fergani, dans un extrait de musique Melouf. Mais avant cela, on va remercier Mounia d'avoir été parmi nous aujourd'hui, Mounia El-Hamri, que nous allons retrouver aussi dans l'orchestre féminin et qui vous êtes aussi vous avez un établissement où on peut apprendre de l'établissement d'enseignement artistique Beethoven Factory. Beethoven Factories, et puis on vous souhaite plein de bonnes choses à vous, également ma chère Mounia El-Hamri. Et quant à nous, on va en profiter, on va écouter Adel Fergani et on se retrouve juste après. حبابها غايب جاني ما جاني عن طرف جناني غفور ماني واصبر جلايب جيت نوابا حبابها غايب في اللوحة جاني البارح يده مجروحة جاني ما جاني عن طرف جناني خوخ رماني وصور جلطاي جيت الوفا حبابا غايب
voilà, de retour dans notre émission, ensemble, Walimat El Jazair. Et nous sommes déjà dans cette ambiance de Eid encore, hein, cette ambiance de fête. Encore une fois, Saha Eidkom, Kul Am wa Antum bkhir. Et puis nous savons aussi que pour la communauté algérienne qui vit à l'étranger, l'Eid c'est encore, hein, et ça se fête encore. Je sais que vous attendez le week-end pour fêter Eid al-Fitr. Même les organisateurs attendent le week-end pour pouvoir faire des soirées dédiées à Eid al-Fitr. Et nous, en tous les cas, nous sommes en direct, toujours à votre entière disposition. Nous étions ensemble, hein, pour Eid al-Fitr, mes amis, tout au long du mois de Ramadan, bien sûr. Nous avions aussi Walimat El Jazair. Et là, on revient aussi en beauté avec beaucoup de personnes qui, j'espère, à chaque fois vous apportent un plus. Elle est avec nous, Louisa Mezreb. C'est un plaisir de la voir. Louisa Mezreb, Saha Eidek. Merci, Saha Eidek, Saha Eidkom. Je suis toujours heureuse, hein, de partager un moment avec notre présentatrice. Je n'ai même pas de mots pour qualifier ce que tu représentes pour notre communauté en France et aussi, bien sûr, en Algérie. C'est un bonheur de vous recevoir, Louisa Mezreb. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat, entre les deux rives de la Méditerranée. Vous êtes une personne, vous avez fait vos études en France, vous avez vécu une bonne partie de votre vie en France, mais il y a toujours cet amour que vous avez pour l'Algérie qui est puissant, fort. Vous ne pouvez pas rester sans venir en Algérie et monter des projets. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on se connaît depuis déjà quelques années, et elle me dit je ne peux pas, je dois venir sur Alger, je dois investir, monter des projets, faire des choses avec mes frères algériens. C'est un virus. Oui, mais je considère que c'est un virus pour moi. Bonne contamination. Et un virus que je suis née avec. Une addiction, voilà, une addiction à l'Algérie et une addiction à Alger. Vous aimez être à Alger, vous baignez dans cette ambiance algéroise. À chaque fois, il y a des histoires, des anecdotes que vous me racontez par rapport aux jeunes Algériens. Et puis, surtout le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est le vôtre. Oui. D'abord, c'est vraiment, vous êtes vraiment... et puis même en France, vous accompagnez beaucoup les jeunes d'origine algérienne pour monter leurs projets. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Tout est à votre honneur. Bien que vous ayez très peu vécu en Algérie jeune, hein, très très peu. Ah oui, non, ma jeunesse, je l'ai passée en France. Oui, c'est J'ai ça. juste eu le temps, je crois, de naître dans un village en Kabylie. Oui. Et à 6 mois, j'étais en France. Mon père était en France depuis 1930. Oui. Et donc, ma mère l'a rejoint en 54, avec Voilà. moi, donc Oui. qui avait 6 mois. Mais néanmoins, on a vécu en France. Mais pour moi, l'Algérie, ce virus, je crois que je suis née avec. Hein, Oui. D'ailleurs, dès que j'ai fini mes études, rien ne m'y poussait. Je suis venue travailler en Algérie. Mes premiers jobs ont été en Algérie. Oui. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ma vie, bien sûr, je suis une citoyenne, je dirais même, pas simplement des deux rives, des deux continents. Oui. Parce qu'effectivement, je me sens appartenir, bien sûr, au continent européen, mais aussi au continent africain. Et par rapport aux rives, effectivement, je suis aussi des deux rives. J'ai un pied très fortement ancré, le cœur ancré en Algérie, et aussi quand même un pied et un peu de mon cœur ancré en France. Oui. Et quant aux vies, c'est difficile. J'ai pas qu'une vie. Je suis pas que, vous savez, comme disent les jeunes, pas que. Je suis pas que chef d'entreprise. J'ai une vie bien sûr familiale, dont je suis très fière. C'est ce que disait Voilà. tout à l'heure dans Qui son pour moi livre. représente quand même beaucoup et qui aussi se passe entre la France et l'Algérie. Mes enfants, mes petits-enfants sont eux aussi des citoyens qui ont l'Algérie au cœur tout en vivant en France. J'ai une vie bien sûr de chef d'entreprise, d'experte où j'interviens dans tout ce qui est l'innovation et la préparation des personnes et des organisations à ce monde qui bouge. Et j'ai aussi une vie de, comment j'allais dire, de citoyenne engagée, où j'essaye de m'investir dans tout ce qui peut aider le monde à être meilleur. Oui, magnifique. En tout cas, c'est formidable. À chaque fois qu'on retrouve Madame Louisa Mezreb, c'est vraiment que du bonheur parce que elle est là et elle voit toujours le verre à moitié plein.
Hein, Bien donc sûr. quand elle vient sur Alger, elle est contente, elle me dit, tu sais, il y a des améliorations, je trouve que ça a bien changé, il y a des choses qui se font, il y a des choses aussi à corriger, donc elle est aussi dans la construction aussi de toutes ces belles choses de son pays, parce que vous êtes aussi consciente qu'il y a un potentiel, un très fort Bien sûr. potentiel. Bah, c'est aussi ça qui fait que cet amour de l'Algérie est entretenu, c'est par les rencontres que je fais. Oui, On a des rencontres exceptionnelles, de femmes, d'hommes, de jeunes. Alors c'est pas forcément des diplômés, hein. Même quand je prends Yassir, je le Oui. prends souvent, Yassir, j'ai des jeunes qui sont d'une qualité, d'une intelligence, voilà. Donc il y a un peuple qui est magnifique et qui me donne envie de faire quelque chose. Et donc, les entreprises avec lesquelles je travaille avec toutes les institutions algériennes depuis 1998. oui. Bien sûr que j'ai vu des révolutions, j'ai vu des transformations, j'ai vu effectivement une modernisation. Donc bien sûr, tout bouge, heureusement. Alors, en ce qui me concerne, je vous dis, c'est pour ça que je fais ce métier d'accompagner. Je ne supporte pas ce qui ne bouge pas. Ouais. Même à mon âge, j'ai encore Elle est dans une envie de faire dynamique, bouger les choses incroyable. et moi-même de bouger. Elle est très. Alors parfois, je m'impatiente. Je trouve qu'en Algérie, ça ne bouge pas assez vite. Il faut le temps au ça temps. bouge. Il faut le temps au temps, bien sûr. Exactement. Mais je veux dire, quand ça bouge, on fait des sauts, ça aussi. Ouais. C'est Donc important. ça aussi, je le vois donc sur pratiquement 30 ans, j'ai vu un monde économique qui s'est complètement transformé. Le chemin était long, le chemin est long, mais on revient de très loin. Bien sûr. Vraiment. Bien sûr. 62, l'Algérie était exsangue. L'OS avait plastiqué les endroits stratégiques. L'université d'Alger avait été brûlée. Oui. Tout l'encadrement, ouais. tout l'encadrement français était parti. Oui. Un héritage économique. Les sociétés, enfin Et même la télévision et la radio, donc il y a eu la reprise aussi avec le personnel algérien présent, donc ça aussi c'est... Il y avait C'est le relais des de Paris, acquis vous vous importants. souvenez? Donc, oui, Il y avait le relais de Paris. absolument. Donc ça, c'est aussi important. Bien sûr. Et nous avons, quand on voit aussi des jeunes filles comme notre amie Selma, Cherki qui est parmi nous, Madame Hayet aussi, qui est dans le monde de la musique classique universelle, qui n'a rien à envier aux grands musiciens du monde entier. Quand on sait aussi que Emin Kouider également sillonne et rayonne autour du monde à travers donc le travail qu'il fait dans la musique classique universelle. Et Selma Chergui qui est parmi nous aujourd'hui, qui est encore étudiante et qui travaille en parallèle et qui a pu écrire ce roman dédié à Raïs Hamidou, ce fameux Raïs algérien. Ça aussi qui est important, c'est l'authenticité. Il est algérien, Raïs Hamidou. Donc c'est ça aussi qui vous a peut-être motivé. Et comment vous avez pu avoir toutes ces informations, le travail de recherche? Est-ce que vous avez été dans les universités, vous habitez Montréal? Comment est-ce que vous avez pu faire tout ce travail de recherche? Parce que ça demande beaucoup de temps. Vous êtes occupé par vos études, par votre travail, vous êtes loin d'Alger. C'est vrai que à travers les réseaux et les moyens de communication d'aujourd'hui, on peut quand même s'informer, mais c'est pas assez. C'est pas assez, surtout quand on veut vraiment se lancer dans un projet aussi important. Exactement. Et puis, il faut quand même souligner qu'au début de la colonisation, le drame, c'est qu'on a détruit les archives de l'Algérie. Du coup, parce que voilà, la colonisation, on voulait faire table rase. C'est ça, c'était une colonisation de peuplement. Renier Oui. l'identité algérienne et dire que l'Algérie n'existait pas. Oui. Donc ça, c'était un problème. Donc il fallait trouver les archives et puis lire entre les lignes de certains archives. Parce qu'il y a eu, par exemple, Albert Duvaux a écrit sur le Raïs Hamidou. Oui. Mais encore une fois, on voit certaines idées un peu coloniales, on essaie un peu de dénigrer l'Algérie, Oui. essayer d'attribuer certaines qualités, dire que... Et surtout dans les écrits. Voilà. C'est ça, parce qu'il faut se méfier des écrits. Qui a écrit? Qui a écrit quoi? Pourquoi et comment? Donc il y a ça aussi. Oui. Il faut quand même saluer les historiens algériens qui ont fait un travail très important. En premier, Belkacem Babadji, qui est un grand historien algérien, Allah yarhamou. Oui. D'ailleurs, la statue de Raïs Hamidou, c'est grâce à lui, à son travail. Il a écrit aussi sur le Raïs Hamidou, aussi Mahfoud Qaddash, Allah yarhamou, Oui, très bien important. sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est ça l'écriture du roman, découvrir la vie de Raïs Hamidou, mais aussi comment était Alger, comment était l'Algérie. Oui. Comprendre le système, notre économie, la vie politique, etc. Après ça, du coup,
Au début, c'était une recherche personnelle, je ne vous cache pas. Oui. Au début, je voulais juste me renseigner. Oui. Puis par la suite, j'ai commencé à avoir une idée qui germait un peu dans ma tête. Écriture, écriture, et puis je me suis dit, pourquoi ne pas partager ce travail avec non seulement les Algériens, mais avec le reste du monde, parce que Oui. ce livre, je l'ai écrit d'abord en anglais. Ah, Donc il y a eu d'accord. une écriture en... Bravo. Merci. Hmm. Et puis on l'a d'abord publié en Turquie, Oui, puis par la suite, on l'a publié en Algérie. D'ailleurs, je remercie ma maison d'édition El Bayazine. Bayezine, oui. Ils se consacrent, ils font la promotion du patrimoine Oui. algérien. Donc c'était vraiment dans cet objectif-là, ce Mhm. roman, c'était parler de l'Algérie, mais aussi on a parlé par exemple des tenues traditionnelles, la gastronomie, Oui. etc. Donc ce roman-là, oui, donc du coup 5 ans, parce qu'il fallait aussi essayer de se mettre un peu dans la peau du personnage. Parce que ce qui marque un peu avec Raïs Hamidou, c'est qu'il est brave, il est très courageux. À 20 ans, il devient Raïs. Mhm. Il faut quand même se dire que c'était une vie très très dure. C'était un système qui ne mettait pas toujours en avantage les Algériens, il faut aussi dire ça. Et il a fait face à contre-vent et marée. Il a eu des détracteurs. On parle même à un moment donné qu'il a été exilé par un Dey qui était jaloux. Et quand même, il a tenu tête. Et l'idée de ce livre, c'est que la question du héros, on peut tous se retrouver dans le Raïs Hamidou, on peut tous s'identifier. Et en fait, on a tous un héros qui sommeille en nous. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Algérie? Ça, c'est un peu la question. C'est pour ça, quand je vous dis un roman, j'ai pris certaines libertés artistiques pour qu'on puisse justement se retrouver un peu dans ce roman. Est-ce qu'il y a des archives à Istanbul? Il y a eu des archives, oui, il y a des archives à Istanbul. D'ailleurs, l'agence TICA à Alger, elle a développé un livre avec le bureau d'études ottomanes ici. Et parmi les archives, il y avait justement registre des prises avec le nom de Raïs Hamidou dedans. Apparemment, et les coopérations ont été bonnes sur ça. Et il y a le musée maritime aussi d'Alger. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec le musée maritime d'Alger? Alors, je suis partie visiter. Oui. Effectivement, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il y a des choses qui datent de l'époque. On voit des reconstitutions, par Oui. exemple, du Chebek. Oui, les Chebek, exactement. Et Ce puis, fameux bateau. Hein. Le Chebek, c'est un fameux bateau. et juste parce que vous l'avez mentionné, c'est bien, il a eu une cérémonie pour l'honorer, Raïs Hamidou. Donc, on a entendu parler de lui jusqu'à la Sublime Porte. Donc, il l'a honoré. Donc, c'était un yatagan, donc c'est un espèce de sabre à l'époque. Donc, c'était un héros. Et il a même combattu pour des guerres pour l'Empire ottoman. On parle de la guerre de Smyrne. Donc, il les a impressionnés aussi. Très bien, très très bien. Mais concrètement, c'est-à-dire que vous avez visité, j'imagine, la Casbah, vous avez été sur les traces de Raïs Hamidou, et vous avez parlé de certains historiens que vous avez rencontrés, vous avez aussi cherché un travail de recherche. Est-ce que ça vous a suffi? Sincèrement, je pense que ça ne me suffira jamais. Parce que plus on découvre, plus on se rend compte qu'il y a encore plus de choses à découvrir. Et c'est pour ça que je vous parlais des archives qui ont été détruites. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles recelaient, ces archives-là? Et surtout de se dire quand même on était une puissance de la Méditerranée. Et c'est pas arrivé sans raison. Oui. Donc, encore une fois, du point de vue du personnage, de la personne de Raïs Hamidou, du point de vue du système, du point de vue de notre pays, comment était notre pays. Et encore une fois, je ne vous cache pas, moi, de jour en jour, je découvre encore une fois des éléments nouveaux à chaque fois. Donc, c'est pour ça, je le dis, on a fait une notice dans le roman. Intéressez-vous, allez chercher vous aussi. Oui. Je veux bien partager mes sources. Justement, j'ai une page Instagram, bon, c'est juste pour partager Bien sûr. mes recherches, certains livres. C'est à votre nom, la page Instagram? Oui, alors selma.chrights. Donc j'ai tendance à poster un peu plus en anglais, mais je fais un effort pour le français. Et puis justement, c'est bien de mentionner ça, inviter les gens à faire attention aux sources sur Internet, l'histoire de votre pays, intéressez-vous. Vous avez vu le film La Dernière Reine? La dernière. De Adila Bendimarad. Très très beau film. Adila Bendimarad. Visuellement, c'est important. Et sur le plan historique, ça correspond à ce que vous avez trouvé dans les archives? Il faut quand même dire qu'il y a eu des versions un peu différentes. Encore une fois, de dire Barberousse, est-ce que c'était, comment dire, il y en a qui disent que c'est criminel, il a assassiné le sultan. Oui. Est-ce qu'il a vraiment voulu faire de mèche avec les Espagnols ou pas? J'ai eu deux versions différentes, j'ai parlé à deux historiens différents, deux versions différentes. Donc c'est ouvert à interprétation.
Moi, je dirais qu'en général, on va dire le paysage, le système politique, la vie de corsaire, c'est assez bien rendu. C'est assez bien rendu, exactement. Pour la suite, je pense que c'est une question d'interprétation quand même. D'accord. Et là, c'est vraiment bien qu'il y ait aussi des initiatives comme celle de Adila Bendimered et Damien Ounouri, comme vous aussi pour le livre donc, de Raïs Hamidou. Donc le travail, s'inspirer, aller comprendre. Il y a des chansons aussi, du Sha'bi également, qui reviennent aussi sur telles que Gerwabi, Qorsani Ghannem, Houz Malta, etc. Donc on revient un peu sur l'histoire des courses. L'histoire des courses au niveau de la Méditerranée et on revient aussi sur l'histoire un peu de la période de Raïs Hamidou. Exactement, d'ailleurs c'est bien que vous mentionnez la question de la chanson. Oui. On a découvert qu'il y avait une chanson sur le Raïs Hamidou qui était chantée avant, donc c'est Albert Duvaux, il le mentionne dans son livre. On l'a retranscrit dans le roman et Inch'Allah j'aimerais vraiment pouvoir écouter des artistes algériens la réinterpréter et puis que le peuple algérien chante encore. Mais on a la musique aussi ou pas? Non, on a juste les paroles. Juste les paroles. Juste les paroles. Donc on va, Inch'Allah, les artistes proposer peut-être pourront... la musique qui va avec un petit peu dans le style. Oui. On n'a que les paroles en français pour le coup, j'ai pas trouvé... Et le fait de l'avoir écrit en anglais d'abord, est-ce que c'est un livre qui a été vendu, il a été exporté, comment que ça s'est passé? Donc il y a eu des ventes en Turquie. Au début, on était un peu dans tout ce qui était e-book. Oui. Par la suite, après avoir parlé aux Algériens, j'avais plus une demande pour le français. Oui. Au début. Maintenant, quand on a fait le français, je me rends compte qu'il y a plus une demande pour l'anglais. Donc Oui. c'est intéressant. Donc ce qui se passe, c'est que d'ici quelques semaines, l'anglais sera à nouveau disponible, donc à Alger. On remarque que la jeunesse algérienne s'intéresse de plus en plus à l'anglais. Oui. Se veut plus anglophone par rapport au français. Est-ce que c'est parce que c'est une génération qui utilise plus Internet et donc elle visionne plus de contenu en anglais? En tout cas, c'est intéressant. Pourquoi la question en anglais? Parce que du coup, on a des gens du monde entier qui peuvent lire cette histoire, Inch'Allah. Et j'ai des amis qui ne connaissent pas l'Algérie, qui sont anglophones, en leur donnant le roman, donc ça a été une découverte. Je pense que nos jeunes aujourd'hui sont de plus en plus trilingues. Oui. Il y a l'arabe, le français, l'anglais. Mais c'est une vague, hein. Voilà. C'est une vague dans tout le c'est des Maghreb. vagues, exactement. Dans tout le Maghreb, hein, et même en Afrique. Hein. C'est parce que l'anglais, c'est la langue. C'est la langue de la science d'aujourd'hui. C'est la langue d'aujourd'hui. C'est plus facile que le français. Et puis elle est beaucoup plus facile, là, bien sûr. Et puis en plus aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet ou vous êtes sur, c'est l'anglais, hein, c'est clair. Oui. Aujourd'hui, on vous parle en moitié anglais, moitié arabe, moitié français. Absolument. Donc c'est un mélange de la tout. langue des internautes. Oui, c'est la langue des internautes, exactement. Donc ça aussi, c'est important de mais savoir. toute langue est une richesse de toute façon. C'est Hein. clair. Le français est une richesse Oui, bien qu'il ne sûr. faut pas perdre. Tout à fait, c'est un patrimoine de guerre. L'anglais est une richesse à intégrer. Absolument. L'arabe littéraire est une richesse Magnifique. également. L'amazigh et le darija, ce sont des richesses qu'il faut maintenir. Ça, c'est clair. Absolument. Moi, mon grand-père, il était quadrilingue. Il parlait le berbère, il parlait donc l'amazigh, il parlait le darija, l'arabe littéraire et le français. Et parfaitement. Bravo. Malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Oui, magnifique, magnifique. Donc, Selma, vous allez être donc au niveau de la librairie L'Arbre à dire ce samedi à Hedra, donc pour signer votre livre à 15h. Vous allez rencontrer votre public. La sortie de ce livre, ça date depuis quand? 1er mars 2025. Ah, ben c'est récent, c'est tout neuf, c'est super. Non, mais ça a l'air passionnant. Oui. Vraiment, on a hâte vraiment de découvrir votre livre et vos écrits. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne aussi? Ma famille. Oui. Ma famille m'a beaucoup aidée. Alors justement, je parlais de l'histoire de 7 ans. À 7 ans, mon père, il m'a pris Maqam Shahid. Il m'a dit, tu es très curieuse, tu aimes les histoires, tu vas commencer à lire. Donc le rôle des parents, c'est très important. Oui. Ma mère aussi qui m'a encadrée, qui m'a toujours poussée à croire en moi, à suivre mes rêves et de se dire, on vit qu'une fois. Oui. Il faut y aller, quand on a quelque chose en tête, il faut le faire. Oui. Et puis, je voudrais mentionner ma petite nièce,
Oui. Donc l'envie d'inspirer la nouvelle génération. Donc c'est ma petite princesse, donc Inès, si tu vois ça, voilà, coucou. On embrasse Inès alors, oui. Voilà, Oui. donc merci à ma famille et surtout merci à tous les Algériens. À chaque fois que je parlais de ce projet, à un Algérien, une Algérienne, cette envie de m'aider, de me donner des sources, de me faire visiter, etc. Donc merci, c'est l'amour du pays qui nous unit. Ben écoutez, c'est magnifique. On va rester encore avec de la musique. Cette fois-ci avec Lamia Tlamara, qui est aussi une Algérienne fabuleuse, qui écrit, qui a une très belle voix, qui met en avant le patrimoine, le beau, la beauté du pays. Vraiment, absolument, absolument. Elle prend vraiment soin de tout cela et on l'aime beaucoup. On va écouter une très belle chanson de Lamia et très féminin, c'est frais, exactement. Beaucoup de fleurs, beaucoup de belles choses, d'espérance. Et quant à nous, eh bien, écoutez la dernière ligne droite de notre émission d'aujourd'hui, dans notre émission Walimet El Jazair avec nos invités, je le disais, avec notamment Louisa Mezreb qui est parmi nous aujourd'hui, qui est aussi de passage sur Alger, et notre ami Jamil que nous avons pris de l'avion
carrément, et que nous avons ramené ici à Canal Algérie. C'est un bonheur. On Parce rapte. que, un rapt. Donc, pour qu'il soit parmi nous aujourd'hui, c'est toujours un plaisir parce que vous avez une façon de... Je disais que Djamil Rahmani s'est beaucoup intéressé aussi pendant quelques temps. Il lance des vidéos où il revient sur pas mal de pratiques anciennes, les vieilles recettes d'art culinaire, les histoires comme ça de la région. Comment vous avez vécu le 5 juillet? Où est-ce que vous étiez au 5 juillet? Donc c'était quelque chose de très émouvant pour vous. Vous l'avez écrit. Vous étiez à Constantine. Oui, oui, Hein, bien sûr. n'est-ce pas? J'ai Ça a écrit été dans quelque chose- Ultime preuve d'amour. Voilà. Voilà. Et ça m'avait beaucoup ému parce que j'ai trouvé ça très émouvant. Je Mais vous c'était venais très parler de émouvant. Ça a votre été. livre. Je crois que l'indépendance, ça a été le plus beau jour de ma vie. Clairement. Il y avait une telle joie, une telle ferveur. Enfin, la fin de la guerre, les gens, des milliers de Vous gens aviez quel âge à l'époque? J'avais 9 ans. D'accord. Des milliers de gens sont sortis dans la rue et ont laissé exploser leur joie. Vraiment, c'était... Et vous, vous étiez à Constantine. J'étais à Constantine, oui, parce qu'on a été obligé de partir d'Alger parce que l'OS Oui, s'était déchaîné, mon père était menacé. oui, Donc on a quitté notre appartement du Télémli oui. et on a été en pleine ville, Constantine. traditionnelle, Traditionnel, oui. euh, Oui, dans l'école Arago, où mon oncle, ou un de mes oncles était directeur d'école. Et donc D'accord. j'étais plongé dans la Casbah de, Oui. dans la Casbah de Constantine. la Souéqa de Constantine. C'est comme ça Oui, qu'on l'appelle. Oui, oui. oui. Et ça, c'était... Et ça a été, moi qui venais d'un quartier européen, Oui. puisque à l'époque au Télémli, il y avait très peu, il y avait très peu de musulmans. Oui. Hein. Dans l'immeuble, on était les seuls. Oui. Et ça a été un grand choc. C'était le voyage vers l'Orient. Oui. C'est assez étonnant comme. Oui, je oui, comprends vous savez, complètement, mon ouais. père était directeur d'école à Alger. On vivait dans un immeuble français où il y avait que des Français. Moi, j'étais dans une école où on était 3 Algériens. Donc, on était loin de l'Algérie profonde. Et cette Algérie profonde, on l'a retrouvée pour les vacances. C'est-à-dire que quand on allait dans notre famille, Imprégné à par, Bjaya ou à ouais, Arsantena, ouais. et Et c'est ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. voilà. Donc, ce patrimoine, parce que vous êtes pétri avec une vision aussi ouverte au monde, donc liée aussi au patrimoine. Aujourd'hui, vous revenez en force avec l'histoire de l'indépendance, l'histoire des femmes, de l'art culinaire, de votre tante, de tous ces écrits de votre tante. Donc, je trouve que c'est vraiment une immense... Vous êtes une mosaïque. Mais j'essaie de vrai, témoigner, hein. témoigner de temps qui ont disparu ou qui vont disparaître. Et j'essaie de comprendre. Vous savez, beaucoup, Il y a eu les contes aussi. Oui, les contes berbères de mon berbères grand-père. Oui. de votre Oui. grand-père. Vous savez, on dit actuellement, oh oui, il y a une ritualisation de la société, on invoque Dieu pour un oui, pour un non, les formules. Mais ça, moi je l'ai retrouvé à Constantine, à Bougie, quand j'étais enfant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on refusait de manger, Wallah, Wallah غير تاكلي. Et puis, ah là là, ما تقوليش والله لازم نصوم 3 أيام ولا. Voilà. Mais tout ça, et tous les discours de nos grands-mères, de nos mères, de nos tantes étaient émaillés d'islam. Des valeurs aussi. Et ces valeurs n'ont fait que perdurer. Donc l'Algérie actuelle n'a pas tellement changé. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, j'aime bien, je découvre avec vous aussi beaucoup de choses et c'est magnifique. Et notre amie Selma écoute avec beaucoup d'intérêt. Hayat aussi. Oui, Hayat aujourd'hui, puisque vous êtes aussi dans une famille de musiciens. Hein. Vous êtes aussi au niveau de l'orchestre de l'Opéra d'Alger. Oui. Elle fait partie de l'orchestre de l'Opéra d'Alger. Boualem Seyh. Vous avez déjà été à l'Opéra d'Alger? Bien sûr. Ah, très bien. Donc, à chaque fois, on vous voit aussi sur scène au niveau de l'Opéra d'Alger. Il va y avoir bientôt le festival
On salue M. Bouazara. On salue M. Bouazara, bien entendu, de la musique symphonique. Il se bat vraiment pour que ce festival... C'est la 17e quand même édition, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Oui, oui, oui. Ben, je me rappelle des premières. Hein. Oui. C'est des souvenirs. On en a fait tellement. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, vous faites partie d'une famille de musiciens. Tout à fait. Déjà mon père était, enfin, il est toujours, oui. Mais dans le temps, il jouait du mandol. Donc, d'accord. Il était aussi né à la Casbah. Donc, alors, la photo que nous voyons, c'est la photo de l'orchestre féminin avec Hayat Kouidar. Oui. Oui, oui. Donc il jouait du mandol et on avait un piano. Donc en 62, quand il était, enfin il est rentré à la maison, il avait déjà un piano à la maison. Oui. Donc il avait hérité d'un piano. Il s'est dit, bah pourquoi pas, il jouait beaucoup de chabé. Oui. À l'époque, le Hajj Lanqa, Allah yarhamou, c'était le voisin. Enfin mon père était le voisin de Hajj Lanqa à la Casbah. Oui. Oui. Donc tout de suite, il était imprégné de cette, on va dire, cette harmonie, cet air de musique. Et puis il nous a transmis ça. Donc dès le départ, Amine, comme c'est l'aîné. Donc je salue aussi Abdelkader Cherchem, Cheikh Abdelkader Cherchem. Oui. C'est un très très bon ami à mon père. Et c'est lui qui a initié Amine aussi. Il a conseillé mon père, il lui a dit, écoute, tu lui fais apprendre la musique classique et non pas le chabé ou l'andalous. Et le violon. C'était sous ses conseils et voilà, donc il est devenu ce qu'il est devenu à Amine et on a suivi aussi donc ce chemin-là. Et puis ma mère aussi, bon, elle écrivait des poèmes, elle faisait de la peinture, elle peignait. Donc c'est un peu cette atmosphère qui nous a un petit peu inspirés, puis pour faire aussi de la musique et voilà, on a fait ce qu'on en a fait aujourd'hui. Oui, voilà. Non, ça c'est important. Et puis c'est surtout vous êtes dans la musique universelle. Classique universelle, donc on en a fait, voilà. Donc j'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'ai fait le conservatoire. Donc je suis premier prix du conservatoire d'Alger, les années 80 et 93 précisément. Donc j'ai commencé en 83, 84, quelque chose comme ça. Et après, bon, je me suis dit, bon, les études, c'est bien, j'en ai fait, j'ai passé mon bac. Je me suis dit, là, il faut savoir ce qu'on veut. Oui. Mais j'étais très proche de Amine aussi. J'ai aussi un autre frangin qui jouait du piano. Bon, malheureusement, il a arrêté. Il était aussi chef de chœur. D'accord. Et voilà, donc je me suis dit, Amine, je me rappelle, me disait, fais du violon universel, tu vas beaucoup voyager. Ouais. C'est aussi une ouverture vers l'universalité et voir le monde. Oui. Donc ça m'a permis aussi de par cette, on va dire, ce postulat d'aller aussi ailleurs et de s'imprégner de plusieurs cultures qu'aujourd'hui on essaie aussi de transmettre. Donc et le parcours c'est à continuer avec l'ensemble, enfin l'orchestre symphonique national à l'époque. Donc je fais partie aussi des fondateurs et fondatrices de cet orchestre en 96. Avec le maestro Abdelouhab Salim Laïrahmou, M. Chabati. Après, c'était la continuité avec Amine et M. Bouazara. Et voilà. Oui. Partie de l'Orchestre symphonique national, l'Orchestre de l'Opéra d'Alger, aussi sous la direction de M. Noureddin Saoudi Rabbi Rahmou. Donc voilà, donc il y a eu tout un parcours. Sans oublier aussi l'apprentissage, parce qu'il fallait aussi, bon c'est vrai, j'ai fait mes études en Algérie, j'ai eu une licence en musicologie et spécialité violon et premier prix. Mais bien sûr, aller à la source de cette discipline était très très important. Oui. Et très important. Donc j'ai fait bien sûr le Conservatoire de Paris, j'ai eu des professeurs du Conservatoire supérieur de Paris. Oui. J'ai fait beaucoup de stages d'orchestre, notamment avec le grand chef d'orchestre Daniel Barenboim, donc c'était à Berlin. Donc, on a joué à l'Opéra de Berlin et donc j'ai sillonné un petit peu l'Europe. Donc de par les stages de perfectionnement au violon, mais aussi comme violoniste d'orchestre, parce que c'est un autre métier. Et être violon solo, donc le leader d'un orchestre, c'est un autre métier aussi. Donc c'est des spécialisations, on dit, bon on est musicien, d'accord, mais après c'est comme la médecine, voilà, on fait des spécialités, parce que être leader, violon solo, et être un violoniste ou simplement un musicien d'orchestre, ce n'est pas pareil. Donc c'est aussi du leadership. Hein. Bien sûr. Jamil. Oui, je voulais... Et ça m'a permis de faire du management. Je voulais rebondir. Bien sûr, vous managez un orchestre. Enfin, on réfère beaucoup à la musique. Oui. Quand on parle de management, on prend l'exemple du chef d'orchestre, orchestré. Et je peux aussi juste rebondir sur la question, c'est que Amine a fait des séances de coaching dans des sociétés, le leadership à travers la musique, à travers la direction d'orchestre. Bien sûr, c'est un très bon modèle. Je voulais moi aussi rebondir sur le conseil qu'avait donné cet ami à votre frère de faire de la musique classique. Il y a un grand artiste du XXe siècle, Rudolf Nureyev, qui disait que la musique classique comme la danse classique, c'est un squelette. Quand vous avez appris ça, vous pouvez tout faire après. Tout à fait.
Tout Voilà. à fait. Et là, je peux vraiment en témoigner parce qu'à travers ça, quand on a la technique violonistique, parce qu'on peut jouer, il y a des amateurs, on peut jouer comme on veut, mais quand on a ce squelette et cette base classique, donc le mécanisme et l'archer, Oui. parce qu'il faut savoir que l'archer, c'est presque 80% du jeu. Après, c'est un mécanisme qu'on apprend, mais là, c'est tout est là. Oui. Donc, si on l'apprend un peu amateur, ça donne un bon résultat, mais si on l'apprend vraiment académique, là, ça peut vraiment aller très très loin. On peut jouer, moi personnellement, je joue de tous les styles, genre de musique. La musique turque, musique arabe, orientale, jazz, donc rien Oui, ne... oui, ne- c'est voilà. formidable. c'est le Oui, squelette. tout à fait. Il avait eu cette magnifique Mais c'est phrase, exactement c'est ça. c'est le squelette. Ouais. Parce Il faut qu'on lui avait l'apporter à demandé, tous. on lui avait Exact, dit, ouais. on lui avait dit, mais vous êtes un danseur classique, mais maintenant vous faites de la danse moderne, mais pourquoi C'est la créativité voilà. après, voilà. Ah ouais, c'est la base. Et il avait en fait. répondu, je peux tout faire Ouais. parce que j'ai un bon squelette. Ah, exactement. C'est Formidable. ça aussi l'objectif de cet ensemble, c'est qu'on est dans la créativité. Donc moi, je me dis la musique, tout le temps on dit que la musique réunit les peuples. Donc on transcende les raisons politiques et religieuses et religions. Donc on parle que de musique, donc c'est uniquement réunir les âmes, réunir les esprits C'est et, important. et aller au-delà de ça. Donc moi je fais aussi un brassage, c'est aussi l'idée de cet ensemble. D'ailleurs je l'ai fait, on a tourné un clip de Alek Emini Salam et la vase de Shostakovich. On était en tenue traditionnelle par exemple. Et la vase de Shostakovich, qui est une vase très très connue, la numéro 2 de Dimitri Shostakovich le russe. Donc on était non seulement habillés en tenue traditionnelle, mais j'ai inséré le qanon et le oud. Donc Il faudra nous l'envoyer alors. Donc, hein. créativité. Bien sûr. Il faudra nous c'est- l'envoyer. ouais, En ouais. tout cas, Selma, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un bonheur de vous avoir reçu. Selma Chergui, qui présentera son roman Raïs Hamidou, Chevalier des mers. Elle sera donc ce samedi au niveau de la librairie L'Arbre à dire, à Sidi Yahya, donc Hidra. Un rendez-vous à ne pas rater. Hein. Donc avec Selma, c'est à 15h. Et puis, merci Jamil, merci d'avoir été parmi nous Merci de aujourd'hui. m'avoir invité, c'est un grand bonheur. plaisir. Vraiment un bonheur. Merci à Hayet, donc Hayet Kouider, qui elle aussi a lancé donc son magnifique projet qui est dédié aussi donc à la musique classique universelle au féminin. Merci. Ça, c'est aussi un point important. C'est le premier orchestre premier féminin Tout dirigé par une femme. et dirigé par une femme. Bien sûr, voilà. Ouais, ouais. Surtout dirigé par une femme, Ouais. c'est vrai. Et puis Louisa Mezreb, qui elle aussi est de passage sur Alger en ce moment, et on était ravis de la recevoir, qu'elle puisse nous parler un peu du monde d'entrepreneuriat, de sa passion qu'elle a pour l'Algérie, l'envie de toujours de monter des projets, toujours. Elle est là c'est une machine à projets dans le monde Une d'entrepreneuriat. staccanoviste, c'est ça. Elle ne s'arrête pas des projets derrière. À chaque fois quand on se rencontre, c'est de nouveaux projets pour l'Algérie. C'est de Puis nouveaux... des adhésions à des causes, l'injustice me révolte encore, même à mon âge. Donc, notamment la musique classique, je crois que là aussi, on la considère comme une musique d'initié. Il faut la porter partout, Tout à fait. Ouais. partout. Ouais. Et c'est justement ceux qui sont les plus démunis qui ont besoin C'est vrai. de cette universalité. Merci beaucoup, merci à vous tous. Et ben, on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était un bonheur de vous avoir reçu. On vous souhaite encore une fois Saha Eidkom. Profitez de ces fêtes, surtout quand on est loin de son pays et que vous préparez les fêtes de Eid al-Fitr ce week-end, le vôtre. On vous souhaite un très bon week-end, une très bonne Mouassimkoum bkhir wa lahna inshallah. Encore une fois, merci d'avoir été parmi nous et puis Tahalaouna fi Jazair. Salam alaikum.